Qui était le premier sur Terre? C'était l'œuf ou la poule? Moi, je pense que c'est l'œuf. Moi, non, est-ce que c'est l'œuf? Moi, c'est la poule. Il y a bien fallu qu'elle sorte de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle prend des œufs. La poule, elle est bien née de quelque part, de l'œuf. Alors c'est quoi? C'est l'œuf ou la poule? Ce soir, on vient de présenter la couverture du numéro de Québec Science du mois prochain, du mois à venir. Le numéro de novembre. Déjà, merci pour l'invitation. Merci d'être là. Donc, je voulais juste rappeler pour ceux qui connaîtraient pas Québec Science que c'est un magazine de sciences qui existe depuis 55 ans. C'est le seul au Canada, en fait, purement canadien, québécois. Et donc, je viendrai présenter ici nos sujets principaux à chaque sortie. Donc, on a 8 numéros par année. Alors, tu disais que c'est pas épouvantable, mais ça pourrait l'être. Oui, parce que le sujet est presque un peu Halloween, hein. Un petit peu. Le sujet de novembre, en couverture, c'est Donald Trump. Alors, vous allez me dire quel est le rapport entre la science et Donald Trump. Donc, à première vue, effectivement, il n'y en a aucun. Mais nous, on s'est intéressé, en fait, à la science politique, qui est un sujet qu'on n'aborde pas souvent dans le magazine, et au fait que personne n'avait vraiment réussi à prédire le succès de Donald Trump. Personne s'attendait à ce qu'il soit élu candidat du Parti républicain, et pourtant, on le sait, n'est-ce pas, c'est ce qui est arrivé. Et notre journaliste qui s'appelle Jean-Frédéric Légaré-Tremblay, il s'est intéressé aux modèles qui sont utilisés en sciences politiques pour prédire justement les résultats aux diverses élections. Et ces modèles-là, qui sont habituellement utilisés, ont tous échoué cette fois-ci. Et c'est même pire que ça. Les politologues, pendant les mois des élections avant les primaires, disaient que Donald Trump n'avait aucune chance de remporter les élections. Oups. Oui, alors pendant l'entrevue, on a fait le parallèle un peu entre l'épouvante et l'horreur. Là, on est presque dans l'horreur. Exactement. On continue. Mais sur quoi se basent ces modèles, justement, pour alors, ces modèles, il y en a plusieurs. C'est des modèles qui prennent en compte plusieurs facteurs, notamment les élections passées, le taux de chômage, la popularité du président actuel. Il en existe plusieurs. Le modèle de l'Iowa, par exemple, et un autre qui est très connu qui s'appelle Time for Change. Donc celui-ci, il est utilisé pour prédire le résultat du vote populaire aux élections présidentielles, et ce modèle ne s'est jamais trompé depuis 1988. Oups. Et qu'est-ce qu'elle nous dit pour celle-ci? Alors justement, ce qui est dommage, c'est qu'il prédit pour la semaine prochaine une victoire de Donald Trump contre Hillary Clinton, évidemment. Et encore une fois, c'est un peu, on pense que ce modèle va échouer, on espère, n'est-ce pas? Même parce que il est en contradiction avec les résultats des sondages qui donnent tous Hillary Clinton en tête jusqu'à aujourd'hui, malheureusement. C'est ça. Donc, on a essayé de comprendre dans cet article pourquoi les modèles ne marchaient pas cette fois-ci. Ce qu'on constate, c'est que la plupart d'entre eux reposent sur certaines prémices, notamment sur le fait que les partis vont élire des candidats qui font l'unanimité, ou presque, qu'ils sont généralement, ils ont leur camp derrière eux. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas du tout le cas pour Donald Trump. Donc, c'est ça, sa personnalité, on va dire, unique, a brouillé les cartes cette fois-ci. Elle n'est pas prise en compte dans les modèles qui prennent pas en compte la personnalité des candidats. Et ce qui est intéressant dans l'article, je trouve, c'est que le journaliste fait aussi le parallèle avec d'autres événements que les sciences politiques n'avaient pas vu venir, comme par exemple le Brexit récemment, ou bien le printemps arabe en 2011. Donc c'est assez instructif. Et oui, je voulais préciser qu'on a aussi un bar des sciences sur le sujet mercredi. Oui. Où on va pouvoir parler avec les experts qui sont interviewés dans l'article, et puis en débattre justement de la validité de ces modèles-là en politique. Donc c'est mercredi au bistrot Le Barouf, je pense que je l'avais mis dans mon agenda. C'est gratuit, c'est ouvert à tous, donc n'hésitez pas. Bon, en attendant, on peut rester optimiste, parce qu'en science, les modèles sont vrais jusqu'à ce qu'ils soient démontrés faux. Exactement. Donc il nous reste encore quelques temps pour espérer. On espère. Donc on va espérer en lisant Québec Science. Et alors, quels sont les autres sujets qu'on peut découvrir dans ce numéro de Québec Science? Donc on a pas mal de reportages. J'ai choisi deux autres sujets à vous présenter. Donc d'abord un reportage de Mélissa Guillemette, qui est allée en Afrique du Sud. Donc c'est rare qu'on puisse envoyer les gens en reportage. Elle est allée en Afrique du Sud pour parler d'obésité. Donc effectivement, à première vue encore, c'est pas un sujet qu'on associe spontanément avec l'Afrique. Et pourtant, c'est un problème qui est de plus en plus important sur tout le continent. Donc juste en Afrique du Sud, qui est le pays le plus touché, 70% des femmes sont en surpoids ou obèses, ce qui est vraiment énorme, c'est le cas de le dire. Et le tiers des hommes sont concernés aussi.
Et ce qui est très perturbant, comme partout en Afrique, c'est qu'en parallèle de ça, le quart de la population est à risque de malnutrition et un autre quart est à risque de carences régulières et tout ça. Et donc là, ça paraît complètement paradoxal. Effectivement, ça l'est un peu. En fait, c'est que d'une part, on a le problème de la sous-alimentation qui persiste et d'autre part, on a l'accélération du changement du mode de vie. Les gens s'occidentalisent de plus en plus, donc on voit arriver le poulet frit, les chaînes de fast-food et puis les gens se sédentarisent beaucoup aussi. Et il y a en Afrique en plus une dimension culturelle puisque traditionnellement le fait d'être un petit peu gros c'est perçu comme un signe de richesse et de bonne santé. Donc c'est super intéressant ce reportage-là et il est en ligne entièrement sur notre site web. Donc profitez-en, allez le lire. Voilà. Et dernier sujet, donc œuf ou la poule, j'ai pensé que c'était pertinent. C'est un article Tu nous as déjà parlé de poulet frit. C'est ça. J'essaye de mettre poulet dans chaque numéro. C'est un article de Guillaume Roy sur les poussins mâles. Alors, vous le savez peut-être, mais chaque année dans le monde, on tue plus de 3 milliards de poussins mâles très peu de temps après leur éclosion. Parce qu'ils ne pondent pas d'œufs, par définition, et ils sont inutiles pour l'industrie. On ne peut pas les manger parce qu'ils ne sont pas assez dodus. Donc, en fait, c'est ça. C'est pour ça qu'ils veulent, les supprimer. On les supprime, et c'est quand même énorme, 3 milliards, pardon. Au Canada, c'est plusieurs millions chaque année, j'ai plus le chiffre en tête. Mais il y a plusieurs équipes de recherche qui planchent là-dessus depuis quelques années pour essayer de trouver... mettre au point des techniques de sexage dans l'œuf, donc essayer de déterminer quels sont les mâles des femelles dans l'œuf pour ne pas avoir à tuer les poussins vivants une fois qu'ils sont éclos. Notamment à l'université McGill, il y a un chercheur qui essaye de faire ça. On peut pas utiliser l'échographie effectivement parce qu'il n'y a pas d'organes génitaux externes chez les oiseaux, ça marche pas comme chez nous. Donc on utilise des systèmes plus subtils comme par exemple des analyses chimiques ou la spectroscopie qui permet de déceler de toutes petites différences entre les mâles et les femelles dès le stade d'embryon. Par exemple, les vaisseaux sanguins des mâles contiennent 2% d'ADN en plus que ceux des femelles. Donc c'est infime, mais on peut voir cette différence-là par spectroscopie. Et on espère d'ici 2017-2018 peut-être que ces techniques arriveront sur le marché et permettront de limiter un petit peu le massacre. Voilà. Bon, sur cette touche d'espoir, merci Marie. Il fallait être joyeux sur la fin. Merci beaucoup pour cette première chronique de Québec Science. Ouais, merci à vous. Marine Cornu.